Plaisir de se retrouver, nous sommes en 2018, bonne année bien évidemment, et nous continuons à parler de la communication du président. Première partie de cette médiasphère, tout était presque beau, presque rose, mais que nenni. Il y a eu également des choses qui ont moins bien fonctionné, et parmi ces choses qui ont moins bien fonctionné, eh bien il y a eu ça. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Et souvenez-vous, ces images, les dernières que vous venez de voir, il s'agit du général de Villiers, salué par les siens, filmé par les siens et mis en ligne par les siens, sacré pied de nez. Là, on découvrait un Emmanuel Macron différent et ça a été presque, je dirais, le bémol quand même de cette année 2017 d'accession au pouvoir. En tout cas, ça a été indéniablement une fausse note. Parce que là, la première séquence de ce petit sonore qu'on vient d'entendre, c'est le 13 juillet, c'est le moment où tout le monde se réunit, où l'armée fait la fête, c'est la veille du défilé. En général, c'est un moment de liesse, de rassemblement. Un peu la paix des braves. Non, mais c'est un moment heureux pour l'armée. Elle sait que le lendemain, elle va défiler dans ses plus beaux atours. Elle sait que, voilà, c'est le 14 juillet, c'est un grand moment. Et là, il arrive et d'un ton un peu cassant, il dit « Je suis votre chef ». Ça a provoqué ce que ça a provoqué, malgré tout, c'est-à-dire une vraie crise politique. Aujourd'hui, l'entourage d'Emmanuel Macron minimise, mais c'était une vraie crise politique. La démission de Pierre de Villiers a été un vrai choc parce que les gens se sont dit comment il parle à quelqu'un qui a les états de service qu'a le général Pierre de Villiers. La Grande Muette, visiblement, enfin sous votre contrôle, s'en est pas encore remise, ou n'a pas pardonné en tout cas. Je ne sais pas si elle lui a pas pardonné. La Grande Muette, justement, est muette, et la Grande Muette est très disciplinée. La Grande Muette, elle marchera. On l'a vu, elle marchera jusqu'à derrière un certain stade. Oui, mais ça, c'est un homme. C'est-à-dire, je crois qu'il n'avait pas compris aussi en humiliant de cette façon-là le chef d'état-major, de façon publique, non seulement devant les siens, mais devant la France entière, il provoquerait forcément une réaction violente. Il ne l'avait pas mesuré. On peut être chef d'État, on peut être autoritaire, on peut être fraîchement élu et on peut être fier d'avoir été élu, mais on peut ne pas mesurer un rapport de force. Là, je pense qu'en l'occurrence, il ne l'a pas mesuré. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est pas aussi, et ça peut ne pas être un problème pour Emmanuel Macron, que de savoir qu'il a humilié les gens, comme là? Si, mais je pense qu'il apprend en marchant, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il arrive comme président de la République. Et effectivement, il est notamment pas très à l'aise sur les sujets régaliens. C'est-à-dire qu'il n'a pas une crédibilité forte là-dessus, et il connaît pas forcément le sujet, il connaît pas forcément les hommes, et c'est pour ça qu'il commet cette faute politique vis-à-vis de l'armée. L'armée, ce n'est pas une start-up, c'est ce jour-là où il l'a appris. Exactement, c'est ça. On manage pas l'armée comme une start-up, et surtout il se rend compte à ce moment-là, je pense, parce qu'il commence à dévisser rapidement en popularité pendant l'été. C'est lié à ça et aussi à la baisse des APL, mais je pense que cette séquence, elle a joué un rôle, parce que là, et en voyant les sondages. Et voilà, et en voyant qu'il dévisse après, je pense qu'il prend la mesure de ce que c'est que de s'attaquer à l'armée, de la charge symbolique que ça représente, au-delà de la personne du général de Villiers, qui lui était très légitime et respecté au sein des militaires, mais qui n'était pas une personnalité connue du grand public. Mais pour le grand public, le fait qu'il y ait un règlement de compte public entre Emmanuel Macron et les instances dirigeantes de l'armée, je pense que ça a frappé les esprits, parce qu'on se dit, mais est-ce que ce président prend vraiment la dimension des enjeux militaires? Comment il va faire pour gérer ça? Il est au pouvoir depuis 2 mois et il est déjà fâché avec l'armée en période de crise terroriste et de guerre, de conflits un peu partout sur la planète. Donc il a pris un risque. Je pense que depuis il a réparé un petit peu. Après, il y a une forme entre guillemets de rédemption. Il va sur une base aérienne déguisée en Top Gun, on en parlait tout à l'heure, à Istres, et là, du piou-piou jusqu'au général en chef, il salue tout le monde, il n'oublie absolument personne, on a l'impression qu'il veut quand même se faire excuser, mais le mal est fait. Mais humilier les gens, je ne suis pas sûre que ça m'empêche de dormir. Hein. C'est comme les phrases chocs, on l'entend généralement très très peu s'excuser. C'est son premier gros couac. Il le fait avec une autorité que beaucoup jugent déplacée, ce qui a permis d'ailleurs au général de Villiers de sortir un bouquin là en ce moment, où il dit que sur la forme et sur le fond, il aurait pu faire totalement différemment. Et je crois que le fait qu'il l'ait fait devant son homologue américain et devant les familles des soldats décédés a été, je veux dire, bon, c'est une faute de goût. Et peut-être une faute d'autorité, oui. Est-ce que c'est pas tout simplement Emmanuel Macron? C'est exactement ça. Je crois que finalement, il est dans cette espèce
d'ambiguïté, pour le coup, entre la volonté naturelle de vouloir s'affirmer. C'est un moment de transition aussi, qu'on ne traite pas très bien en France en général, c'est-à-dire où il y a des erreurs. C'est bien mieux traité aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays en termes de communication politique. Il y a l'élection, il y a la mise en place de l'équipe, et ensuite le vrai gouvernement qui commence. Et là, cette période-là, elle est floue, elle est troublée. Il est entre la volonté de s'affirmer au plan international, Trump qui vient au 14 juillet, on verra Poutine après. Il est là aussi dans la volonté de s'affirmer par rapport aux autres, dans un contexte d'autorité, là où il est challengé sur les aspects institutionnels. C'est un bon totem à faire tomber l'armée, la grande muette et De Villiers. C'est là-dessus qu'il s'essaye, en fait, finalement. Et après, derrière, il ira faire Bush en treillis. Enfin, voilà. Moi, je suis moins sévère que vous sur cette affaire. C'est un moment de transition. Un moment peut-être aussi où il a très envie de faire péter ce bonhomme. Et qu'il a envie aussi de l'enlever et de mettre quelqu'un à sa place. Il vient de l'expliquer ensuite. Il y a une façon de le faire. On va revenir dans quelques instants sur les autres phrases d'Emmanuel Macron, mais quand même. Il se débarrasser du général de Villiers. Il n'avait pas anticipé qu'il allait partir. Il lui a même demandé de rester. Il signe, il retombe très vite sur ses pieds. Il le signe de manière encore plus, peut-être, maladroite. Lors d'une étape du Tour de France, rappelez-vous, à la fin d'une étape du Tour de France, sur un plateau d'une autre chaîne, et où il vient expliquer, mais moi j'ai pas besoin de m'excuser, j'ai déjà fait un choix. Oui, extraordinaire, bien sûr, ça doit être sur France 2. Et celui que je vais choisir, c'est un vrai héros. Émission d'après-étape, où il justifie, incroyable en termes de com'. On l'attend pour parler de bicyclette et effectivement, il règle une deuxième fois la compte de Villiers. Ça pose quand même le sujet du rapport de Macron avec l'autorité. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet du rapport de Macron avec l'autorité. C'est-à-dire que dans l'opposition, en plus, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le leadership n'a pas besoin de volonté, le leadership, il est incarné. Donc, c'est peut-être aussi un doute chez lui. Pourquoi j'ai autant besoin de m'affirmer face à l'autorité ? Il se passe quoi, là ? Mais taper le totem, ça veut rien dire. Taper le totem et s'en prendre frontalement à l'armée, ça a juste été... Attends, je vais juste terminer ma phrase, je ne vous ai pas empêché de parler. Je voudrais terminer ma phrase. S'en prendre frontalement à l'armée, s'en prendre frontalement au chef d'état-major des armées, je pense que ça a été une erreur politique. Mais là où il est habile, c'est qu'il l'a transformé en semi-succès, et surtout l'orgueil qu'il a naturellement lui a empêché de présenter des excuses, et il a tout de suite présenté le successeur de Pierre de Villiers comme quelqu'un de formidable. Moi, je note quand même sa propension à utiliser le mot héros un peu à tout bout de champ. Je ne sais pas si le successeur de Pierre de Villiers est un héros, je ne sais pas si Johnny Hallyday a été un héros, mais on voit bien quand même qu'il apprend très vite de ses erreurs. C'était une erreur, il ne l'avait pas mesurée, il n'en avait pas mesuré les conséquences, et il a réussi à se remettre assez vite sur ses deux jambes. Et il sait magnifiquement éteindre des incendies. Alors oui et non. C'est habilement. Oui et non, vous allez le voir avec cette autre question sous-titre de celle qui s'affiche sur votre écran. Dans le style Macron, est-ce que le pire ennemi d'Emmanuel Macron ne serait pas Emmanuel Macron ? Eh bien, regardez. Il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Vous savez, la meilleure façon de payer un costard, c'est vous êtes en train de faire pleurer votre soutien. La meilleure façon de payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Mais je rêve de travailler, M. Macron. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Vous savez comment c'est lire. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder mais ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. On en a fait des émissions, on en a écrit des papiers sur ces mots, mais là aussi, Muriel dit c'est effrayant. Ça vous fait un choc de revoir et de réentendre ces propos. Il est complètement désinhibé, ce personnage. C'est quand même dingue. Par moments, on se dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte C'est bien pour ça qu'on a titré « A-t-il révolutionné la com ?» Est-ce qu'ils se rendent compte de la portée de ses propos ? Moi, je ne sais pas. Je suis perdue entre eux. Est-ce qu'ils s'amusent tout le temps ? C'est-à-dire que je suis désinhibée, je dis ce que j'ai envie de dire, et au fond, ça m'amuse de dire ce que j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas. Moi, je pense au contraire qu'il est tout le temps sous contrôle, Macron. Ouais. Je le vois beaucoup comme ça. Je pense que pendant la campagne... On a le sentiment que même dans tout les moments est calculé, où il parce que la séquence de foutre le bordel, on l'a largement décryptée. Il attend que les caméras soient sur lui. Il attend que la perche qui prend le son soit là aussi
pour ne rien louper de ce qui va Non, mais il est sortir. désinhibé verbalement quand même. Enfin, franchement. Non, mais je reprends qui a ce que grandi- disait Louis. Rien n'est laissé au hasard. Oui, mais conscience que ça lui fait pas forcément de mal, ça lui crée de la polémique, mais après tout, bon buzz. il dit aussi quelque chose que certaines personnes pensent et que certaines autres personnes ne pensent pas, donc ça clive. Mais je remarque que Oui, pourquoi avec lui ça passe, le même moment si où- dans ce petit microcosme dont nous faisons Bah, partie, ça on passe n'en pas parle, tout mais le ça temps, passe. hein. Non, mais chez les Français ça Ça passe coûte un de peu. popularité Gaz, c'est pas bien baisse, passé. alors, Même oui, pour les parce qu'il costards n'y a aussi, pas mais bon. d'opposants forts Il y a chez pour lui lui porter le fer. C'est-à-dire que Voilà. s'il avait des opposants qui seraient plus forts et plus légitimes, ils auraient plus de légitimité à dénoncer les propos de Macron. Sauf que là, ils sont tous un peu décrédibilisés. Donc quand Macron dit quelque chose, y compris quand c'est très clivant chez les Français, il n'y a personne pour porter le fer et dire « Mais attendez, c'est scandaleux ce que vous avez dit », parce que pour l'instant, il s'est posé tellement en arbitre du champ politique et il a tellement tué toutes les oppositions, et les oppositions ont fait beaucoup aussi pour se tuer elles-mêmes, que finalement, il n'y a personne pour publiquement, sur des plateaux télé, s'indigner de ce qu'il vient de dire. Donc ça passe. Oui, Et moi puis- je pense que ça c'est un point extrêmement important. Macron, il a une agilité intellectuelle L'espace com est que vide. tout le monde lui reconnaît. Et donc pour démonter cette agilité intellectuelle, il faut quand même quelqu'un en face qui ait tienne une la vraie route, verticalité, bien sûr. qui tienne la route Et y a pas. et qui soit capable de démonter par des éléments non pas chiffrés, parce que les Français aujourd'hui, les chiffres, bon, ça les passionne pas On a vraiment. l'impression Mais que par personne n'est l'hiver. capable de Démonter la partir dans mécanique. cette course à la petite déclaration, avec toujours ce risque de faire le pas de trop, risque que visiblement prend Emmanuel Macron. Il est même pas en compétition sur l'aspect populiste, parce que là, c'est quand même un néo-populisme qui se dit pas. C'est-à-dire Ah oui. ce verbe-là, vous le posez chez Marine Le Pen, chez Jean-Luc Mélenchon, Sarkozy, ça provoque tout de suite des remous. Mais effectivement, aujourd'hui, il est dans un théâtre relativement vide. Autour de lui, il n'y a personne qui vient le Mais les gens challenger. peuvent se lasser. Je peut pense y pas. avoir le pas trop. La chance qu'il a, c'est que vont revenir des oppositions. On vient d'avoir Laurent Wauquiez qui vient de se faire élire à la tête des Républicains. C'est-à-dire qu'à droite, il va y avoir maintenant un bloc d'expression qui n'existait plus depuis quelques mois. À gauche, c'est un peu différent. Le PS est toujours absent. Donc Mélenchon va-t-il poursuivre dans sa démarche d'isolement ou est-ce qu'il va s'exprimer différemment ? On attend de voir ça. L'aspect international l'aide beaucoup aussi pour dépasser tout ce verbe plutôt interne, local. Voyez. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il y a une dynamique qui va être un peu contrainte et qui va être modifiée par le fait que le paysage politique, l'espace politique, le théâtre politique va bouger. On va revenir à l'international quand même, parce que dans un instant c'est important, Virginie. Moi, je voudrais dire que chez Emmanuel Macron, rien n'est laissé au hasard. Il y a le discours clairement officiel, c'est-à-dire les tribunes, les discours, les déplacements, et il y a toutes ces phrases qui, mises bout à bout, ressemblent à un autre discours. Alors, il n'est pas présenté comme officiel, parce qu'en général, il est toujours dit et prononcé pendant des moments qui sont off, mais pendant des moments où il y a toujours des caméras, où il sait qu'il va être entendu. Il ne peut pas ignorer en 2017 et maintenant en 2018 à quel point Quand où ça qu'on se soit, retrouve pas, vous où avez raison, qu'on sur le soit, compte Twitter de l'Élysée. il y a des perches, Ou il y a des micros. Il ne peut pas l'ignorer. Et moi, je Non, mais pense c'est de la que com, c'est non fait seulement à il la ne l'ignore destination des pas, journalistes. mais il le sait, il en use et il en abuse. Et c'est une façon de s'adresser en même temps à deux catégories de Français différents. Les discours officiels, ça s'adresse à ceux qui attendent quelque chose d'attendu. Le discours comme ça en filigrane qu'on entend de lui tout le temps dans les gares, justement là, et qui peut surprendre. Je pense que ça Mais notez plaît que c'est aussi, mais le ça seul. plaît aussi à une catégorie de Français qui Oui, mais se c'est le disent seul. il a bien raison, il dit tout haut ce que nous on pense. Oui, mais c'est le seul. Vous Est-ce avez que remarqué c'est- ça est-ce aussi que dans c'est- sa communication, c'est-à-dire que ni le porte-parole du gouvernement, ni celui de l'Élysée qui n'existe pas, ni ses ministres, Oui, mais est-ce que c'est pas une personne façon- n'utilise Ça, ces ça mots. pourra poser un Christophe, problème ultérieurement. Ouais. Est-ce que Vous il est êtes tout seul à seul. occuper l'espace politique, c'est peut-être trop. Est-ce que c'est pas aussi une façon de créer la confusion? Parce que pendant qu'il fait tout ça, hein, ses discours officiels, ses discours officieux, une parole libérée, en même temps une parole extrêmement construite, est-ce que c'est pas une façon de créer la confusion? Parce que pendant ce temps, on s'interroge pas sur les résultats, on s'interroge pas sur les chiffres, on s'interroge pas sur le bilan. Donc, c'est de la com. Il occupe l'espace, Les effectivement. occupe limites de la c'est- com, ça on en Et parlera c'est les limites. en 2018. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'international, bien évidemment. Vous vous souvenez de la sortie, là aussi ça avait fait polémique, d'Emmanuel Macron, interview à une chaîne algérienne où les mots de crime contre l'humanité avaient été prononcés. Et puis il y a eu cette deuxième visite à Alger, visite éclair, 24 heures du président. Et là aussi, pas de discours officiel, mais ce fight au cours d'une visite dans la foule, dans la rue, avec un jeune homme. Regardez. Ok, je sais. Colonial vis-à-vis d'Alger. Ce qui s'est passé. Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? La jeunesse algérienne, elle peut pas toujours regarder son passé. Cette génération, elle doit regarder de l'avant. Alors voilà, il y a une forme de, entre guillemets, vous allez me le dire, repentance, et puis il y a toujours les caractéristiques dont on parle d'Emmanuel Macron,
Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller, Virginie, avec tout ça? Ben oui, on n'est jamais dans le hasard avec lui. Et il parle un langage jeune. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller? C'est pas du tout un langage officiel, mais c'est un langage qu'il utilise... Embrouiller sur un sujet d'actualité très fort, très chaud en France, notamment. Oui, mais il parle à un jeune homme. C'est un président de 39 ans, enfin 40 ans aujourd'hui, mais il parle à un gamin de 20 ans. Qui parle à un jeune homme de 26 ans. Donc il y a très peu de différence entre eux. Donc il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens me raconter? Qu'est-ce que tu viens ressortir? Ne viens pas trimballer des clichés de tes parents et de tes arrière-parents. Parlons de la situation aujourd'hui. Là aussi, c'est assez malin. Ouais, il fait de son âge un avantage là, pour le Exactement. coup. Parce que c'est le premier président qui est né après les accords d'Évian qui soldaient la guerre d'Algérie, même si elle n'est pas soldée dans les mémoires et on le voit régulièrement. Et ça avait fait largement polémique à parler de crimes contre l'humanité. Oui, bien sûr. Et là-dessus, sur la campagne, c'était d'ailleurs un moment assez incroyable où, pour le coup, il avait un peu dit à tout le monde ce qu'il voulait entendre. Il va en Algérie dire c'est un crime contre l'humanité, la colonisation. Et derrière, ce qu'on a moins souligné, il vient voir les descendants de Pieds Noirs en leur disant je vous ai compris et je vous aime. Dire je vous ai compris à des descendants de Pieds Noirs alors que c'était la phrase du général de Gaulle qu'il reproche justement le plus au général de Gaulle, ça n'a pas été souligné à l'époque à quel point c'était d'une maladresse extrême. Bon, il s'en est plutôt bien tiré en l'occurrence. Du coup, il sait que sur le dossier algérien, il a un passif, il peut pas faire de bêtises. Et pour contourner un peu le dossier et en même temps être dans le président qui tourne la page, ce qui est plutôt une habileté à mon sens, il met son âge en avant pour dire bah, vous avez 26 ans, moi j'ai 39 ans, qu'est-ce qu'on va parler de tous ces problèmes de mémoire? Même si, à mon avis, ça ne solde pas tout, parce que ces problèmes de mémoire, ils sont encore profondément ancrés dans la société française et dans la société algérienne à la fois. Moi, je crois que là, pour le coup, il est parfaitement là où on l'attend. Il a fait du marketing électoral et politique pendant la campagne. Effectivement, il y avait une population cible quand il déclare ça en Algérie. Il aimait depuis l'Algérie vers la France. Et là, encore une fois, il aimait depuis l'Algérie vers la France, mais aussi vers des populations jeunes en Afrique, se servant effectivement de sa proximité générationnelle en leur disant « mais attendez, ça fait 50 ans. Et aujourd'hui, regardez où vous en êtes. Donc ça suffit. Et la reportage, on n'en veut plus. On va de l'avant ensemble. Il le dit bien ensemble. Et c'est quand même un changement de discours qui vient poser la vraie version de la France aujourd'hui. On attendait ça d'ailleurs dans son voyage. On attendait ça très concrètement. Alors l'âge, bien évidemment, 39 ans pour un président. Rien ne lui fait peur. Rien ne l'arrête. Si je vous disais Macron, Trump, Poutine, même combat, regardez, ce sont des séquences, bien évidemment. Le président avec Poutine, pas convoqué bien sûr, mais une visite, vous allez les voir tout à l'heure dans une voiturette de golf. Et puis la visite de Trump, la poignée de main, la voiture de golf, la voilà. Assez extraordinaire ces images, elles ont fait le tour du monde, pas certaines d'ailleurs qu'elles ont plu à Vladimir Poutine, et puis celle de Trump, qui est lui aussi l'invité du président en France. Emmanuel Macron, ça fait toujours sourire de revoir ces images. L'égal des puissants, des grands de ce monde. La volonté d'installer cette marque internationale, et là pour le coup, il est quasiment en train de réussir. C'est dans l'accélération du temps politique, et là pour le coup en termes de communication politique et diplomatique internationale, c'est une vraie réussite. Tout de suite, il le fait. Tout de suite, il exploite ce qu'il peut exploiter, théâtralise ce qu'il peut théâtraliser. Poutine à Versailles, c'est quand même un phénomène qui a été extrêmement positif et mesuré en Russie et sur l'ancien espace de l'Union soviétique. Il y a vraiment des aspects très, d'ailleurs de la très forts. première convocation et la première claque de Poutine à un certain Nicolas Sarkozy, on n'était pas du tout dans le même ton. Exactement, je peux parler aux deux, et je suis l'égal des deux. Et finalement, cette capacité de s'imposer dans un contexte international en mouvement, il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas là pour le coup, on a un croisement entre différents changements, le chinois qui est en train de s'installer durablement, voilà, tout ça, et le Trump qui est très contesté, Poutine évidemment, l'Europe en difficulté, Merkel elle-même en difficulté. Il est habilement en situation aujourd'hui de s'affirmer comme une marque politique internationale. Et pas que au niveau climatique, bien évidemment, avec ce sommet, on se souvient en fin d'année, bien évidemment. Donc, Virginie, c'est quoi? C'est l'égal des puissants? Il y croit? Celui que les Américains nous ont dépeint comme le 0,7 qui changerait. Je ne sais pas si c'est l'égal des puissants, en tout cas peut-être pas l'égal de la puissance américaine ou de la puissance russe. C'est pas tout à fait ça. Je les invite sur mon sol et ils viennent. C'est moi la puissance invitante. Regardez-moi, venez chez moi et je vais vous montrer la Tour Eiffel, Versailles, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus brillant, ce qu'on a de plus épatant. Et si on se souvient des images de Donald Trump à la Tour Eiffel, il est ébloui réellement. Il dit c'est magnifique, c'est merveilleux. Il a même voulu faire un 14 juillet aux États-Unis. Et donc en montrant ce que la France a de plus beau et de plus prestigieux, il leur dit c'est moi aussi qui suis là à la tête de cette France. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le dernier monument à la mode, c'est moi. Le nouveau monument à la mode.
Il a utilisé tous les symboles de la grandeur française, à la fois républicaine et à la fois monarchique. Il s'est installé dans cette position de rôle d'État, ce qui d'ailleurs nous sert, puisqu'à l'international, notre image a considérablement évolué. Ça prouve son ambition, mais à chaque fois, ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'à chaque fois, il a quand même installé un petit rapport de force. Et qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, que cette nécessité d'installer un rapport de force ? Finalement, au fond, on peut se poser aussi la question de la confiance en lui-même, quoi. Pourquoi ce surmoi ? Pourquoi tous ces symboles ? Pourquoi refuser la contradiction ? Pourquoi avoir besoin d'installer systématiquement des rapports de force ? Est-ce que effectivement, il n'y a pas là un problème, vous avez tout à fait raison, d'image ? C'est pas les limites de l'exercice face à des puissants ? Non, parce que la Trump, diplomatie, Poutine. oui, mais la diplomatie, c'est du rapport de force. Et là-dessus, il y a une vraie rupture avec l'ère Hollande. Hollande, en fait, il ne parlait pas diplomatiquement à ceux qu'il n'aimait pas. C'est-à-dire que typiquement sur le dossier syrien, avec Poutine, c'était on n'est pas d'accord avec Poutine, on se parle pas. Il était hors de question que Hollande, par exemple, fasse les honneurs de la Galerie des Glaces à Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, il quand était cette resté. fin d'année, Poutine est arrivé en Syrie et a été reconnu comme le vainqueur de Daesh. Et Hollande ne s'affichait pas, ne serait pas, je pense, affiché comme ça avec Donald Trump parce qu'il y aurait vu un trop grand risque. Macron a pris le risque, il s'affiche avec un président américain qui est quand même considéré comme un fou, un déraillé par une bonne partie de la population française, donc c'est très risqué. Mais à mon sens, c'est très bien joué, je pense que c'est un des tops de cette année, parce qu'il installe, non seulement il invite les puissants sur son territoire en créant lui-même l'actualité, et ils acceptent parce que pendant longtemps, la France était timide, ne dialoguait pas avec ceux avec lesquels il était en désaccord et du coup n'existait pas. Mais en diplomatie, en fait, même si vous n'êtes pas d'accord, il faut dialoguer. Et on voit que d'un côté, Macron fait les honneurs de la Galerie des Glaces et de Versailles à Vladimir Poutine. De l'autre côté, quand ils sont côte à côte en conférence de presse, il lui dit toutes ces vérités, il lui dit ces 4 vérités, il dénonce plein de choses dans la politique russe, et d'ailleurs Vladimir Poutine tire un peu la tronche à côté de lui. Donc il est dans ce double jeu à la fois, je te fais un honneur, mais je te dis il y a ce que je quelques pense de jours, toi. cette interview à CBS du président Macron qui fustige Trump juste avant le sommet à Paris sur... Donc il n'est pas dans la complaisance. Non, mais attends, ne pas être dans la complaisance et être dans le rapport de force, je comprends. Mais derrière, il y a une forme d'arrogance. Et c'est ça qui, à mon sens, qu'il faut maîtriser. Et d'ailleurs, quand Trump rentre aux États-Unis, il dit « moi, je ne suis pas là pour séduire les Parisiens ». Enfin, il gêne Poutine. Donc, il faut faire attention à ce que le rapport de force ne soit pas sujet à de l'arrogance, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'exister, on a besoin d'être fort, mais on n'a pas besoin Mais ça dépendra des résultats, ça, en fait. Voilà. Mais ça a été la grande question de 2017. On se la posera tout à l'heure pour 2018, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il remet la France au centre du jeu et il se met, lui, au centre du jeu. Mais ça a des limites, et ça a ses limites, et ça l'a montré par la suite. Parce que sa supposée proximité avec Donald Trump, elle s'est cassé le nez sur l'accord sur le climat, et il a eu beau dire, il va revenir, il va changer d'avis. Donald Trump, je pense, ne se soucie pas vraiment Comme souvent, de ce que c'est peut lui dire amusant, Emmanuel on se Macron. pose cette question, il y a toujours cette différence entre la com et la réalité. Vous avez bien raison de le souligner. La réalité, à un moment donné, c'est quand même la réaction des autres, notamment celle de Trump. Là, il faut quand même se rappeler que lui, il n'existe pas, il vient de nulle part. C'est-à-dire que la jeune génération en Europe, la différence de lui, elle a fait des parcours politiques certes accélérés, mais dans des partis politiques, ils ont été multi-élus, ils ont été au gouvernement. Lui, il vient de nulle part. Il a besoin très vite de s'installer. Et ce qui est extraordinaire, ce que la com politique et diplomatique peut faire, c'est effectivement de s'installer comme une marque internationale. Il le fait, il est en train de le faire. Et pour le coup, au départ, il n'y avait pas d'écho. Aujourd'hui, il y a un véritable écho partout dans le monde. Il n'aimait pas vers la France, dans l'occurrence. C'est ça la différence par rapport... Quand il est dans l'Algérie, il parle à la France. Mais quand il est à Paris ou ailleurs avec ses homologues chefs d'État, il aimait à travers le monde. Et c'est quelque chose qui est en train de réussir. Le bémol, c'est peut-être qu'il personnalise trop cette affaire. C'est-à-dire qu'on a la France évidemment associée à sa marque, mais lui, c'est la marque Macron. C'est surtout la marque Macron. C'est la marque Macron. Voilà. On verra si le transfert sur la marque France. Alors, 2017, ça a été également le grand amour. Nous sommes 1, 2, 3 sur ce plateau. Le grand amour du président Emmanuel Macron avec la presse et les journalistes, même si, d'ailleurs, curiosité quand même, vous avez 3 ex-journalistes à des postes plutôt clés au niveau de la com, bien évidemment. Le porte-parole de l'Élysée, celui je crois, le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs. Oui, et puis, vous avez, à côté de Benjamin Griveaux, pour le gouvernement également, un ex-journaliste. Macron et les journalistes, ça donne ça. J'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien. Je vous salue. Quand je suis à l'étranger sur un sujet international, je ne fais aucun commentaire sur la politique française. Aucun. Vous parlez très peu, les journalistes ne m'intéressent pas. Ce sont les Français qui m'intéressent. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je vois le temps passé depuis 4 mois à ne commenter
que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique. Alors, Virginie Leguet, qui note et qui rigole. Oui. En même temps, je suis partagée sur ce point parce que ce qui est vrai, c'est que Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour prendre les 10 dernières années qui ont précédé, ont eu avec la presse politique, dont nous faisons partie, des relations pour le moins ambiguës et paradoxales. Il y avait à la fois une proximité affichée, parfois même une connivence, parfois même François Hollande, peut-être un peu trop, non, c'est trop ça. de complicité. On se souvient de François Hollande qui a vu des dizaines de fois les deux auteurs de ce livre qui finalement s'est révélé un brûlot contre lui, oui, mais il les a vus des dizaines de fois indéfiniment à se demander ce qu'il faisait d'autre. Lui, Emmanuel Macron, d'ailleurs de son entourage. Emmanuel Macron, lui, il a été très meurtri par le traitement qu'ont fait les journalistes politiques pendant sa campagne, qui le traitait avec un peu de négligence, pour ne pas dire de désinvolture. Et il s'est dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais vous remettre à distance, je vais vous éloigner des cercles du pouvoir, je vous donnerai que ce que j'ai décidé de vous donner. Et d'ailleurs, physiquement même, à l'Élysée, il n'aura plus donné les mêmes lieux d'accès. Mais il donne beaucoup. Il donne que ce qu'il veut. Il donne en image. Quand il dit il donne beaucoup, il donne beaucoup de com. Il donne que ce qu'il veut, il donne de façon très contrôlée, il donne de l'image, il donne des sons qu'il choisit, c'est-à-dire que vraiment il les tient en respect et d'une certaine façon il va obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'une presse tenue en respect finit par se dire bon on va suivre les règles qu'il nous impose, c'est-à-dire que c'est lui qui fixe les règles du jeu. Ou patatras, des grains de sable arrivent dans la machine quand même. Ça va arriver, on est à 6 mois d'exercice, le quinquennat vient de commencer, il faut attendre les premiers résultats, il faut attendre que l'opposition qui est en train de se reconstruire puisse de nouveau prendre la parole, et là les critiques vont revenir, forcément. Il a une phrase incroyable, il dit « Ma pensée est trop complexe pour les questions des journalistes ». Bon, ça explique le personnage. C'est pas quand lui même. qui l'a dit, c'est son entourage. C'est son entourage qui l'a dit. C'est une phrase de son entourage. Sa pensée est trop complexe pour les questions des journalistes. Donc ça veut dire, je choisis des journalistes avec qui je veux pourtant, communiquer. on l'a vu, il est revenu à des formes d'interview un peu plus classiques. Oui, parce qu'il est obligé, et il parle beaucoup, mais finalement, c'est incontournable. Mais enfin, quand même, les journalistes, c'est en grande partie ceux qui l'ont fait élire. Je veux dire, pendant toute la campagne présidentielle, il y a eu quand même un engouement des journalistes pour Macron qui l'a largement aidé à gagner. C'est une drôle de façon de renvoyer la balle et la sauce. Mais justement, mais non, au contraire. Moi, je pense que les journalistes ont suivi un mouvement qui avait été initié par les Français et qui s'en sont rendus compte tardivement. Mais c'est vrai qu'il est élu dans un consensus de la presse assez général. Il y avait quand même une certaine bienveillance, en tout cas à la fin de la campagne présidentielle, pour Emmanuel Macron, de la part de la presse. Et puis il y avait aussi une espèce de stupéfaction face à ce personnage qui arrive et qu'on a eu beaucoup de mal à décrypter et qu'on n'a pas vu venir. Mais du coup, il a aucun ascenseur à renvoyer dans la mesure où il arrive à l'Élysée. La presse l'a un peu adoubé, donc il ne doit rien à personne. Donc il n'a pas besoin de rattraper quelque chose là-dessus. Peut-être que ça arrivera effectivement plus tard, quand il sera plus en difficulté, quand le jeu politique d'opposition se sera plus installé. Je pense qu'il devra revenir vers les médias. Mais pour l'instant, en plus, il suit l'opinion publique là-dessus. Oui, les gens n'aiment pas trop les journalistes, n'aiment pas trop les médias. Et ils sont très contents de voir Macron bâcher les journalistes. Donc nous, on peut difficilement avoir une réaction corporative là-dessus. Et politique, nous sommes les plus détestés en France. Exactement. Il a gagné la bataille des médias quand même. Il aurait pu, et c'est vrai qu'il y a une petite gueule de bois côté médiatique, parce que finalement, c'est un peu grâce à vous, malgré tout, qu'il est arrivé à gagner ces quelques points. Non, mais grâce à vous, au sens où vous l'avez, c'est pas vous qui l'avez supporté, mais il a gagné la bataille des médias. C'est essentiel dans une élection. Dans des journaux, oui. Non, mais c'est essentiel dans une élection. Vous voyez, ça gratte toujours un peu quand on sort ça. Mais là où il est terrible, c'est qu'il surfe sur la volonté de désintermédiation. C'est-à-dire que, en gros, l'idée que les médias font partie des espaces les plus suspectés de connivence avec le politique. Et donc, pour le coup, dans sa période de transition, il évite ça. Il est en train de changer de présidence silencieuse, il a raison de le dire, il parlait pas beaucoup, il envoyait des images. Maintenant, le son commence à revenir. Le son commence à revenir, et bientôt, il y aura une collaboration. Il accepte les situations à risque sur le terrain, autant il ne les accepte pas dans une autre forme de vie politique. Par exemple, il a refusé tous les débats en one-to-one, les débats très importants. Sur le terrain, les journalistes sont à l'écart. La plupart des images que vous voyez sont quand même filmées par les équipes de l'Élysée. Il veut des journalistes briqués, il veut contrôler. Dites, il nous reste 5 minutes 14, nous sommes en 2018, je vous le rappelle. Donc, fort de tout ce que vous venez d'entendre, chers amis, que vous venez de dire, 2018, la baraka continue ou il y a des points, il va falloir que le président y fasse très attention. Il est la baraka en politique d'abord, parce que la première élection qui vient, elle n'est pas en 2018, mais en 2019, elle va traduire le tempo politique de cette année, c'est-à-dire l'Europe. Et les élections européennes, qui sont des élections intermédiaires, qui normalement devraient être défavorables au gouvernement en place, vont être très favorables pour le coup. Le deuxième point, c'est l'arrivée pour le coup d'un retour de la droite, normalement,
en ce début d'année, on va le voir, et puis par la suite aussi. Les Républicains sont en place avec un jeune président, lui aussi, et on verra bien ce que ça peut donner. Donc ça a bougé un peu l'équilibre. Et après, au niveau européen, on a des fenêtres d'opportunité qui vont se créer encore une fois avec l'élection et surtout avec les élections en Italie et potentiellement ce qui peut se passer en Allemagne qui est encore très peu clair. Et donc à vous entendre, il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie de com. Non. C'est maintenant que tout commence. Les 6 premiers mois, il a installé son image, il a installé son autorité, il a fait passer 3 lois qu'il avait annoncées pendant la campagne, il les a fait passer très vite et très bien. L'avenir dira si ces lois, et notamment les ordonnances sur le Code du travail, sont suffisamment incitatrices incitatives. Incitative, pardonnez-moi, incitative, pour réellement changer les choses, mais jusqu'à présent, il a fait ce qu'il a dit et il a dit ce qu'il et c'est bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il évolue ? Si, bien sûr que si, parce que maintenant il va rentrer dans le dur, c'est-à-dire les retraites, la formation professionnelle. Là, les choses sont moins écrites, il s'est moins avancé pendant la campagne. Et maintenant, l'opposition se réveille petit à petit, elle se reconstitue, elle se reforme, elle trouve des stratégies. Ça, je sais pas, c'est quand même, ça va quand même compliqué. Oui, mais quand même espérer que les fêtes de fin d'année se soient bien passées. Le problème, c'est que les élections européennes sont en 2019. C'est à la fois long. Oui, voilà, mais du coup, c'est long pour l'opposition. Ils n'ont pas une amorce immédiate pour attaquer Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, de son côté, a du temps pour préparer ses élections. Mais Emmanuel Macron peut changer ? Est-ce qu'il peut comprendre des erreurs passées ? Pour l'instant, l'alignement des planètes continue. C'est-à-dire que la croissance internationale est plutôt bonne. Il n'y a pas d'attentats terroristes en France. Bon, donc, si tu veux, ce qui va changer vraisemblablement, c'est est-ce que la courbe du chômage va s'infléchir ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un attentat ? Est-ce qu'il va y avoir des dans un an et demi, 2 ans. Il a donné rendez-vous dans un an et demi. Moi, je pense que pendant un an et demi, de toute façon, les Français ont décidé de lui faire confiance. En tout cas, d'observer. Et peut-être pas lui faire confiance, mais enfin, lui donner sa chance. D'observer. Je dirais plutôt ça. Il n'y a pas d'enthousiasme. Peut-être qu'il faut entendre ça. Mais face à d'éventuelles difficultés, est-ce qu'il doit changer ? Si les difficultés arrivent, mais ça dépend desquelles. Est-ce qu'il peut changer ? La question, est-ce qu'il peut changer de stratégie de com ? C'est difficile de voir de quelle nature seront les difficultés. Est-ce que Emmanuel Macron est Emmanuel Macron ? Il a montré jusqu'à maintenant une plasticité politique assez forte, c'est-à-dire qu'il fait des erreurs, hop, il corrige le tir, il fait pas d'erreurs, il change d'événement, il va assez vite en fait. Il est très agile. Là, moi, quand même, je reste persuadée que c'est maintenant réellement que les choses vont se mesurer de façon sérieuse. C'est maintenant que les Français vont le regarder faire. La lune de miel est terminée, même si il n'a pas été élu dans l'enthousiasme. Donc en fait, je dirais même qu'il y a plus de confiance maintenant qu'au moment de son élection. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont élu quelqu'un, ils ne savaient pas trop qui c'était. Macron a été élu un peu par défaut, ça j'ai toujours dit, je continue à le penser. Il n'y a eu aucun enthousiasme pour l'élection de Macron. Ils ont appris à l'aimer. Mais ils se sont dit, après tout, c'est ce qu'on a, c'est pas trop mal au niveau de l'incarnation. Voyons au niveau des résultats. Je pense que l'état d'esprit dans l'opinion publique, il est plutôt là-dessus. Il y a personne, je ne vois pas grand monde aduler Emmanuel Macron et je ne vois pas grand monde le détester non plus. Donc on est dans un entre-deux qui fait que les Français sont prêts à lui laisser sa chance pour l'instant. Et de toute façon, ils n'ont pas tellement le choix parce qu'il n'y a pas d'opposant majeur qui se démarque. La droite va reprendre la parole quand même. Ça, on verra. Si elle règle ses divisions. Mais est-ce qu'il n'a pas, ça sera ma dernière question, est-ce qu'il n'a pas à ce point ringardisé la com des autres ? En tout cas, il la rend difficile et surtout, il occupe l'espace politique. L'affaire, par exemple, des téléphones portables interdits en 2018, à la rentrée 2018, dans les collèges et les écoles. Je veux dire, que veut dire Laurent Wauquiez là-dessus ? Il mange l'espace politique. C'est surtout ça qui est intéressant. Il n'y a juste pas de place pour les ranger, les téléphones. Et c'est là où c'est bien, c'est que la communication politique, c'est aussi l'action politique. Quand ça marche bien, ça se lie. Et là, pour l'instant, il ne commet pas de faute. Et il n'a pas commis de faute parce qu'il l'a relié directement. Ça marche bien. Non, mais les médias sont concentrés sur lui. Il n'y a rien d'autre à côté. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, il faut quelqu'un qui puisse arriver avec une vraie personnalité, des vraies propositions. Imaginez que la France gagne la Coupe du Monde. On ne peut pas être seul à occuper l'espace politique. On ne peut pas être seul à faire et la majorité et l'opposition et les arguments pour et les arguments contre. Il va bien falloir qu'il y ait quelque chose qui se reconstitue en face de lui. On peut être brillant, on peut avoir 39 ans, on peut être élu, mais son socle électoral du premier tour, il est de 24%. Aujourd'hui, il a récupéré derrière lui une partie de l'électorat de droite au détriment d'une partie de l'électorat de gauche, mais il ne pourra pas indéfiniment modifier sa marche. Il n'abandonne pas, c'est son énergie. Il va falloir qu'il agrège derrière lui énormément de Français et d'enthousiasme. Espérons qu'en 2018, cette énergie soit communicative et que les opposants au président Emmanuel Macron et au mouvement En Marche se bougent et prennent quelques forces. Merci à vous de votre bonne humeur et toute l'équipe de la Médiasphère s'associe à mes paroles pour vous souhaiter une belle et excellente année 2018. À très vite sur la chaîne.